Légitime défense? Est-ce arrivé durant la guerre du Liban, à l'été 2006, ou après la victoire du Hamas aux élections législatives palestiniennes de janvier 2006, ou à la suite de l'évacuation par l'armée israélienne de la bande de Gaza à l'été 2005? Il est difficile de fixer la date avec exactitude, mais subtilement, insensiblement, au cours de ces dernières années, dirigeants, intellectuels et médias français ont infléchi leur vision du conflit israélo-palestinien. Pendant les années 1990 et tout ce que l'on a nommé le processus d'Oslo, il était clair que la paix passait par une négociation d'ensemble fondée sur un retrait des troupes israéliennes des territoires arabes occupés en 1967, y compris la partie est de Jérusalem et le Golan syrien, le tracé des frontières entre l'État palestinien et Israël et une solution juste et acceptable pour les réfugiés palestiniens. Il était évident aussi que si Israël avait droit à la sécurité, il restait une puissance occupant illégalement et depuis 40 ans des territoires arabes. Quand, à l'automne 2000, éclata la seconde intifada, les médias du monde entier retransmirent des images de jeunes Palestiniens tués par des soldats utilisant armes lourdes, chars et avions. Même le rejet viscéral des attentats suicides n'altéra pas la sympathie pour les plus faibles. On ne pouvait renvoyer dos à dos opprimés et oppresseurs. Cette vision suscita à l'époque en France d'étranges polémiques. En novembre 2000, Richard Licia, dans un article sur, ou plutôt contre, la presse publiée par le mensuel L'Arche, dénonçait un des mécanismes des médias et du public, la solidarité avec les révoltés. L'admiration du public pour les grévistes de la SNCF et la RATP ou pour les transporteurs routiers, qui pourtant lui empoisonnent l'existence, n'est peut-être pas sans rapport avec la défense frénétique de la cause palestinienne. On se range maintenant presque systématiquement du côté des révoltés. Fallait-il vraiment s'offusquer que l'opinion soit spontanément du côté des victimes? Dans le Figaro, le psychanalyste Daniel Siboni expliquait que l'opinion occidentale n'aime les gens que victimes. Elle aime les juifs victimes du camp, elle les aime surtout après les camps, et elle aime les Palestiniens victimes des juifs. Propos ambigus sur les camps, mais encore une fois, est-il anormal de se sentir solidaire des victimes? Non, à condition de retenir cette leçon de l'histoire. Les victimes d'hier peuvent, malheureusement, se transformer en bourreaux d'aujourd'hui. Les exemples abondent, comme celui du Rwanda, encore dans toutes les mémoires. Les Tutsis ont été victimes d'un génocide de la part des Hutus, mais une de leurs organisations a réussi ensuite à conquérir le pouvoir et a commis à son tour de terribles massacres. Pierre Vidal-Naquet, historien et pourfendeur de la torture durant la guerre d'Algérie, combattant inlassable des causes justes, décédé en 2006, citait ce commentaire rabbinique de la Bible, que l'on peut dédier à tous, croyants ou mécréants. Dieu est toujours du côté de qui est persécuté. On peut trouver un cas où un juste persécute un juste, et Dieu est du côté du persécuté. Quand un méchant persécute un juste, Dieu est du côté du persécuté. Quand un méchant persécute un méchant, Dieu est du côté du persécuté. Et même quand un juste persécute un méchant, Dieu est du côté de qui est persécuté. Cette vision semble désormais dépassée. Dieu est du côté des persécuteurs, ou plutôt ce sont les médias et les responsables politiques au nom de la légitime défense.
Lors du sommet du G8 de Saint-Pétersbourg en juillet 2006, les grands de ce monde adoptent une déclaration sur le Liban. La crise actuelle résulte des efforts déployés par les forces extrémistes pour déstabiliser la région et ruiner les aspirations des peuples palestiniens, israéliens et libanais à la démocratie et à la paix. À Gaza, des éléments du Hamas ont tiré des roquettes sur le territoire israélien et enlevé un soldat israélien. Au Liban, le Hezbollah en violation de la ligne bleue, ligne frontière, attaqué le territoire israélien depuis le territoire libanais et capturé des soldats israéliens. Ces éléments extrémistes et ceux qui les soutiennent ne sauraient être autorisés à plonger le Moyen-Orient, le Proche-Orient, dans le chaos et à provoquer une extension du conflit. Les extrémistes doivent mettre fin immédiatement à leurs attaques. Les signataires demandent aussi, bien respectueusement, que le gouvernement israélien, tout en exerçant son droit à se défendre, prenne en compte les conséquences stratégiques et humanitaires de ces opérations. Sur le terrain, le droit à se défendre se traduit par la destruction de l'aéroport de Beyrouth, des infrastructures civiles et des dizaines de milliers de logements dans le pays du Cèdre, par l'exode de centaines de milliers de civils, par des centaines de morts. La France s'aligne sur cette position. Il fut pourtant un temps où elle parlait d'une autre voix. À la fin de l'année 1968, alors que le Proche-Orient ne se remettait pas de la guerre de juin 1967, la résistance palestinienne s'organisait. Le 26 décembre 1968, le Front populaire pour la libération de la Palestine, FPLP, un groupe radical, attaquait un appareil d'El Al sur l'aéroport d'Athènes, tuant un officier israélien à la retraite. Un des membres du commando était originaire du Liban, et l'opération fut revendiquée à partir de ce pays. 2 jours plus tard, une unité israélienne détruisait 13 avions de ligne à l'aéroport international de Beyrouth. Le Conseil de sécurité condamna cette action à l'unanimité et demanda à Israël de payer les dégâts, ce qu'il ne fit jamais. Paris déclara que le principe des représailles était inacceptable, non pas seulement disproportionné, et le général de Gaulle décréta l'embargo sur les armes à destination d'Israël, refusant de livrer 50 Mirage que le pays avait déjà payés. Le communiqué du Conseil des ministres français du 8 janvier 1969 observait: on a fait la comparaison entre l'attentat d'Athènes contre un avion israélien et l'opération contre l'aéroport de Beyrouth. En fait, ces 2 opérations n'étaient pas comparables. À Athènes, il s'agissait d'un coup de main organisé par des hommes appartenant à une organisation clandestine. À Beyrouth, l'opération a été montée par un État avec son matériel militaire, en particulier des super frelons et des alouettes de fabrication française, contre les installations civiles d'un autre État. Le gouvernement n'hésita pas à mettre en cause les influences israéliennes qui se font sentir d'une certaine façon dans les proches milieux de l'information. En ce temps-là, le gaullisme ne mâchait pas ses mots et la légitime défense ne servait pas à couvrir les agressions israéliennes. De façon prémonitoire, le président de Gaulle, dès le lendemain de la guerre de juin 1967, expliquait qu'Israël organise, sur les territoires qu'il a pris, l'occupation, qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion, et il s'y manifeste contre lui une résistance qu'à son tour il qualifie de terrorisme. Il fallut 25 ans aux États-Unis et à Israël pour reconnaître ce fait, au moins en principe, et accepter de dialoguer avec l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, alors que la France jouait un rôle pionnier en ouvrant, dès 1975, une représentation de l'organisation à Paris. Pourtant, après les élections du Conseil législatif palestinien de janvier 2006 et la victoire du mouvement de la résistance islamique, le Hamas, Paris décide, avec ses partenaires européens, de suspendre son aide à l'autorité palestinienne. La raison?
Le Hamas serait une organisation terroriste. C'est sous la pression européenne et américaine que s'est tenu ce scrutin, destiné à renforcer la légitimité des institutions palestiniennes. Les opérations de vote se sont déroulées dans des conditions de transparence inédites dans le monde arabe depuis 50 ans. Le boycott de l'autorité palestinienne élue envoie donc un message sans ambiguïté à toute la région. Oui, vous pouvez voter, mais à condition de le faire pour des candidats acceptables pour nous. Décision politiquement stupide, elle discrédite dans le monde musulman le discours occidental sur la démocratie. Et moralement condamnable, elle affame un peuple coupable d'avoir mal voté. Quand, en 1996, Benjamin Netanyahou, opposé aux accords d'Oslo, avait été élu Premier ministre 6 mois après l'assassinat d'Yitzhak Rabin et avait présenté son nouveau programme qui comprenait le renforcement, l'élargissement et le développement de la colonisation juive sur les hauteurs du Golan, la vallée du Jourdain, la Judée, la Samarie et Gaza, ni la France ni l'Europe n'avaient suspendu leur contact avec lui, pas plus qu'elles n'avaient décidé de sanctions. Quelques mois après cette victoire électorale du Hamas, l'armée israélienne retourne à Gaza, qu'elle avait évacuée unilatéralement à l'été 2005. Sur les raisons de cette décision, nous verrons plus tard dans un autre chapitre. Le 25 juin 2006, un commando palestinien attaque un poste de l'armée israélienne, tuant 2 soldats et capturant le caporal Gilad Shalit. Le lendemain, les ravisseurs proposent de l'échanger contre les prisonnières palestiniennes et les prisonniers de moins de 18 ans. Rappelons que l'on compte 10 000 prisonniers politiques palestiniens dans les geôles israéliennes. Le 28 juin, l'armée lance une grande offensive contre Gaza, baptisée du doux nom de « pluie d'été ». Dès le 30 juin, le quotidien israélien Haaretz observe « Bombarder des ponts que l'on peut contourner à pied ou en voiture, prendre le contrôle d'un aéroport qui est en ruine depuis des années, détruire une station électrique, plonger de grandes parties de Gaza dans le noir, distribuer des tracts pour dire aux gens que l'on est concerné par leur sort, survoler le palais présidentiel de Bachar al-Assad et arrêter des responsables élus du Hamas. Et le gouvernement veut nous convaincre que tout cela est fait seulement pour libérer le soldat Gilad Shalit. » Et le commentateur de poursuivre, Olmert devrait savoir qu'arrêter des dirigeants ne fait que les renforcer, eux et leurs partisans. Mais cela n'est pas seulement un raisonnement biaisé. Arrêter des gens pour s'en servir comme monnaie d'échange est l'acte d'un gang, pas d'un État. Quand l'armée israélienne se retire 6 mois plus tard, Gilad Shalit est toujours prisonnier et le gouvernement du Hamas toujours en place. Parmi bien d'autres, un principe du droit international violé par l'offensive israélienne est précisé par le protocole additionnel 1 de 1977 aux Conventions de Genève. C'est le principe de proportionnalité. Le texte stipule que des attaques sont interdites si on peut s'attendre à ce qu'elles causent incidemment des pertes en vie humaine dans la population civile, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu. Qui peut penser un instant que l'objectif affirmé, sauver un soldat, vaille ces multiples destructions? Cette action suscite une fois encore une réaction mesurée de la part de la communauté internationale. Le 3 juillet 2006, l'Union européenne se dit extrêmement préoccupée. Elle demande la libération immédiate et inconditionnelle du soldat israélien qui a été kidnappé. Elle demande aux dirigeants palestiniens de mettre fin aux violences et aux activités terroristes, y compris les tirs de roquettes visant le territoire israélien. Après avoir exprimé sa préoccupation concernant la détention des membres élus du gouvernement et du Conseil législatif palestinien, elle précise « Sans préjudice du droit légitime d'Israël à l'autodéfense, les opérations qui se poursuivent doivent respecter le droit international. » Autodéfense, légitime défense, réponse légitime à la haine. À l'automne 2000,
alors qu'éclatait la seconde intifada. Seuls quelques intellectuels osaient de tels arguments. Est-ce rationnaliser que de se demander d'où venaient ces enfants qui les avaient mis en première ligne, dans le cadre de quelle lugubre stratégie du martyr? Est-ce faillir, oui, que de suggérer que la brutalité insensée de l'armée israélienne, cette débauche et cette disproportion des moyens employés était une réponse à ce qu'il faut appeler une déclaration de guerre des Palestiniens? Des dizaines de jeunes de moins de 18 ans, parfois des enfants, furent tués durant les premières semaines de la seconde intifada. Et Bernard-Henri Lévy se demande, dans Le Point, le 13 octobre 2000, ce qu'il faisait en première ligne. Quelques semaines plus tard, il rectifie légèrement le tir, si l'on peut dire, à la suite d'un voyage en Palestine. Un argument que je n'utiliserai plus, reconnaît-il, après avoir entendu des mères palestiniennes me dire, comme toutes les mères du monde, leur folle angoisse, quand à l'heure de la sortie de l'école, elles ne voient pas rentrer leur fils. Les enfants délibérément mis en avant, sciemment transformés en boucliers humains, etc. Mais il ajoute que le petit Mohamed El-Doura, cet enfant dont la mort avait été filmée en direct par les caméras de télévision, a été tué par une balle perdue, non par le tir ciblé d'un soldat juif assassin d'enfants. Le Point, 24 novembre 2000. Ainsi Bernard-Henri Lévy avait-il besoin de faire le voyage en Palestine pour comprendre que les mères palestiniennes ne hurlent pas de joie quand tombent leurs enfants, que les Palestiniens sont tout simplement des êtres humains. L'histoire joue parfois de drôles de tours, comme le prouve cet épisode que relate Charles Anderlin, correspondant France 2 à Jérusalem, dont l'équipe a filmé en direct la mort de Mohamed El-Doura. La manifestation a été très dure. Les affrontements se sont prolongés. À l'issue d'une journée d'émeute, on relève 9 morts et 44 blessés graves. Parmi ces derniers, 18 sont âgés de 8 à 16 ans, 14 ont entre 16 et 20 ans. La presse dénonce alors ces parents qui se servent de leurs enfants comme boucliers humains ou qui les envoient au casse-pipe alors qu'eux restent tranquillement à la maison. Ces faits se passent bien en Palestine, mais en novembre 1945, à Tel Aviv, sous mandat britannique. Les manifestants étaient alors des juifs qui protestaient contre les restrictions de l'immigration. Davar, le quotidien de la centrale syndicale juive, le Histadrout, publie une caricature qui lui coûte une interdiction d'1 semaine. Un médecin, aux côtés d'enfants blessés sur leur lit d'hôpital, dit à un collègue « Bons tireurs, ces Anglais. Des cibles si petites, ils ne les ratent pas. » Bernard-Henri Lévy aurait-il écrit à l'époque que les jeunes manifestants avaient été tués par une balle perdue? Et que signifie sa formule soldat juif assassin d'enfants? Une semonce à ceux qui critiquent l'armée israélienne. Il serait porteur d'un antisémitisme camouflé. Il propagerait les pires clichés de l'antisémitisme, des juifs buveurs de sang des enfants. Si notre philosophe avait tout simplement lu la presse israélienne, il aurait su que oui, des soldats israéliens tuent délibérément, y compris des enfants. La journaliste israélienne Amira Hass a rendu compte des propos insensés d'un tireur d'élite de l'armée israélienne. On nous interdit de tuer les enfants, expliquait-il en évoquant les ordres de sa hiérarchie. Mais il ajoutait « Vous ne tirez pas sur un enfant qui a 12 ans ou moins. Au-dessus de 12 ans, c'est autorisé. » C'est ce qu'ils nous disent. Le Monde, 24 novembre 2000. L'organisation israélienne de défense des droits humains, B'Tselem, s'appuyant sur les chiffres même de l'armée israélienne, a montré que dans les 3/4 des incidents les plus graves, entre le début de la seconde intifada, fin septembre 2000 et le 15 novembre 2000, on avait décelé la présence d'aucun tireur palestinien. International Herald Tribune du 14 décembre 2000. La presse a mentionné les nombreux cas où les Palestiniens, des enfants oui, avaient été délibérément tués alors que la vie des soldats n'était nullement en danger.
Le refus de l'armée d'ouvrir les enquêtes sur la plupart de ces cas encourageait évidemment un tel comportement. Tout au long de la seconde intifada, ces pratiques ont perduré. Selon Amira Hass, à la mi-juin 2002, 116 enfants avaient été tués à Gaza, 253 en Cisjordanie. Et une enquête d'un autre journaliste israélien, Joseph El-Ghazi, du quotidien Haaretz, a révélé le cauchemar de dizaines de Palestiniens de 14, 15 et 16 ans battus, maltraités et même, pour certains, torturés dans les prisons israéliennes. La mort en direct de Mohamed El-Doura a touché un point sensible, provoquant d'autres réactions ahurissantes. Claude Lanzmann est le directeur des Temps modernes, une revue fondée par Jean-Paul Sartre et qui joua, mais c'était il y a longtemps, un rôle dans le débat intellectuel français. Lanzmann a réalisé un film marquant sur le génocide des Juifs, Shoah. Il en a commis un autre, pitoyable et apologistique, intitulé Tsahal. C'est son droit, nous sommes dans un pays libre. Il en a tourné un troisième, intitulé Pourquoi Israël? À aucun moment il n'y évoque les Arabes. Interrogé sur les raisons de cette omission, il répond dans une tribune du Monde, le 7 février 2001, « C'est à eux de le faire. Les Noirs devraient donc écrire sur les Noirs, les Arabes sur les Arabes, les Juifs sur les Juifs. Logique ethnique, tribale, logique de guerre, éloignée de tout idéal humaniste. » Claude Lanzmann a bien sûr une opinion sur la mort du petit Mohamed El-Doura. C'est que cette mort a été filmée en direct par le caméraman arabe d'une chaîne française de télévision. Moi, si je vois un gosse qui risque d'être tué sous mes yeux, ma tendance serait plutôt d'y courir et d'essayer de le sauver plutôt que de flatter ce que Lacan appelait la pulsion scopique, ou scopique comme on voudra. Charles Anderlin, dont dépendait Talal, le caméraman mis en cause, répond dans un courrier au Monde, où il se définit ironiquement comme journaliste juif de la chaîne française France 2. Devons-nous signer nos reportages en signalant aux téléspectateurs leur appartenance nationale ou religieuse, journaliste juif, caméraman arabe, preneur de son chrétien, monteur vidéo vietnamien? Et il précise, sous le feu pendant 40 minutes, Talal a craint lui-même d'y laisser la vie, m'appelant plusieurs fois depuis son téléphone portable pour me demander de m'occuper de sa famille si lui aussi avait été tué. Les autres caméramans présents sur le lieu en filmaient la scène. Talal et son assistant se protégeant derrière une camionnette blanche au milieu du carrefour. Un ambulancier a tenté de porter secours au petit Mohamed et à son père. Il a été tué. Mais faut-il souligner qu'il était arabe, palestinien et musulman? D'autres iront plus loin encore. Selon eux, toute la scène serait un faux. L'enfant serait toujours vivant. Et pour avoir forgé cette légende antisémite, Charles Anderlin mériterait le prix Goebbels. Une seule question mérite d'être posée. Comment un soldat peut-il viser des enfants pour les tuer? Toute autre interrogation est obscène, s'émeut le psychiatre palestinien Eyad Serraj. C'est de cette obscénité que nous devrions nous garder, et pourtant elle s'est imposée petit à petit au cours de ces dernières années, au nom comble de l'indécence de la lutte contre l'antisémitisme. Dans un pamphlet, Pierre-André Taguieff s'est fait le chantre de la dénonciation de la nouvelle judéophobie. Ceux qui critiqueraient la politique du gouvernement d'Israël remettraient en cause, selon lui, le droit de cet État, voire celui de l'ensemble des Juifs à l'existence. Cet antisémitisme ne serait plus l'apanage de l'extrême droite. Une partie de la gauche radicale, et notamment le mouvement intermondialiste, le partagerait et en serait même le vecteur principal. Pour démontrer sa thèse, pour étayer ses dires, il ne peut citer aucun texte précis, aucune personnalité de gauche, si ce n'est des critiques de la politique du gouvernement israélien que partagent des organisations et des personnalités israéliennes. Certes, ces dernières ne sont pas nombreuses,
Mais les Français favorables à l'indépendance algérienne étaient-ils nombreux en 1954? Qu'importe. Nous vivons, selon Pierre-André Taguieff, notamment en Europe, une vague de judéophobie qui n'a pas de précédent dans la période post-nazie. Ayant participé à de nombreux débats, certains à l'invitation d'organisations juives, je sais que beaucoup de juifs de France ont peur. Ils se sentent menacés. Certains ont été victimes d'agressions. S'il faut condamner ces manifestations d'antisémitisme, comme toutes les violences racistes, il faut aussi savoir raison garder. Comparer ce qui se passait en France en 2002 à une nouvelle nuit de cristal, comme l'a fait Alain Finkielkraut, relève de l'amalgame le plus pernicieux et de l'alarmisme le plus dangereux. Rappelons qu'on désigne sous ce nom la nuit du 9 au 10 novembre 1938, au cours de laquelle les nazis orchestrèrent un pogrom national contre les Juifs, tuant 91 personnes, détruisant 191 synagogues, saccageant 7500 magasins et déportant 30 000 Juifs en camps de concentration. Le rapprochement a été fait, s'indigne Théo Klein, ancien président du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF. Je le regrette, et j'ai même assez violemment protesté, parce que je pense que l'histoire doit être respectée et que la comparaison est insultante pour l'histoire. Télérama, le 10 avril 2002. Interrogé sur les réactions de la communauté maghrébine, pointée du doigt par certains comme principal responsable des agressions anti-juives, il poursuit. La majorité des membres de la communauté maghrébine se conduit bien, mais il y a aussi dans cette communauté des gens qui ne se sont pas adaptés, qui sont passés à côté de la chance que l'école française leur offrait, qui vivent en rupture avec la société et qui n'ont pas trouvé d'autre moyen d'expression que la violence. Pour autant, je ne suis pas prêt à accuser la communauté maghrébine. Il existe, dans certains milieux islamiques, un antisémitisme, ou plutôt une judéophobie, qu'il importe de dénoncer. C'est ce que font plusieurs intellectuels musulmans, comme Tariq Ramadan, dans une tribune du Monde, le 24 décembre 2001. Des propos malveillants, des abats les juifs, fusant dans certaines manifestations, voire des exactions contre des synagogues, ont pu être enregistrés dans certaines villes de France. Plus généralement, on a pu entendre ici et là des propos ambigus sur les Juifs, leur devoir au culte, leur rôle insidieux dans les médias, leur sombre stratégie. Après le 11 septembre 2001, les fausses rumeurs sur les 4000 Juifs qui se seraient pas présentés à leur poste le matin des attaques contre le World Trade Center ont été relayées jusqu'à dans les banlieues. Les musulmans, au nom de leur conscience et de leur foi, se doivent de prendre une position claire en refusant qu'une atmosphère délétère s'installe en France. Rien dans l'islam ne peut légitimer la xénophobie et le rejet d'un être humain par le seul fait de sa religion ou de son appartenance. Ce qu'il faut dire avec force et détermination, c'est que l'antisémitisme est inacceptable et indéfendable. Le message de l'islam impose le respect de la religion et de la spiritualité juive, considérée comme la noble expression des gens du livre. Par ailleurs, dans une tribune du Monde, le 10 avril 2002, plusieurs dizaines d'intellectuels arabes en France dénoncent ces agressions, qualifiant les attaques contre les synagogues et les commerces juifs à la suite de Leila Chaïd, ancienne déléguée générale de la Palestine en France, occupant aujourd'hui ce poste auprès de l'Union européenne, de crimes contre les Palestiniens. Nos partenaires et nos partisans les plus précieux, affirment les signataires, sont les Israéliens et les Juifs qui œuvrent aux côtés des Palestiniens contre l'occupation, la répression, la colonisation et pour la coexistence de deux États souverains, palestiniens et israéliens. Un grand nombre d'entre eux ont une histoire familiale tragique, marquée par l'Holocauste. À nous de leur rendre hommage et de les rejoindre sur cette ligne de crête qui consiste à savoir quitter la tribu quand il s'agit de défendre des droits et des libertés universelles. Alors la France est-elle antisémite? Aucun grand parti politique, à l'exception de l'extrême droite, ne prône l'antisémitisme. Au contraire, tous le condamnent vigoureusement. Aucun obstacle ne se dresse contre la présence des Juifs, quel que soit le sens que l'on donne à ce mot.
à n'importe quelle fonction politique, économique ou sociale. Un symbole. Selon la chercheuse Nona Mayer, on ne trouve plus en 2001 que 10% de Français hostiles à l'élection d'un président de la République juif, contre 50% en 1966. Quant à la presse, durant cette période de 2002-2003, dans la couverture de l'intifada palestinienne, elle a tout simplement fait son travail, comme le démontre avec minutie l'enquête de Guillaume Veil-Rénal, Une haine imaginaire, contre-enquête sur le nouvel antisémitisme. Dominique Vidal, qui analyse chaque année pour le site du Monde diplomatique le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur la lutte contre le racisme, écrit en mars 2005 « L'émotion profonde suscitée par la recrudescence depuis 5 ans des violences anti-juives est bien sûr légitime dans un pays où l'antisémitisme a contribué à la déportation de 76 000 juifs, dont seuls 2 500 ont survécu. Un demi-siècle plus tard, les violences anti-juives ne s'appuient heureusement plus, contrairement aux violences anti-arabes ou anti-musulmanes, sur un courant politique de masse. L'antisémitisme comme idéologie s'étant marginalisé. Si 90% des sondés se disent prêts à élire un président de la République juif, ils ne sont que 36% à affirmer la même chose d'un musulman. Raison de plus pour ne pas se laisser entraîner par l'émotion, aussi légitime soit-elle, à incriminer globalement une catégorie de jeunes, ni à minimiser les autres formes de racisme. Revenons l'année suivante sur la nouvelle édition du rapport. Il rappelle, notons au passage le silence de la plupart des médias sur une autre donnée importante du rapport 2006 de la CNCDH, comme d'ailleurs les précédents. Contrairement aux idées reçues, parmi les auteurs de violences anti-juives, seuls 28% sont identifiés comme arabo-musulmans. 41% l'année précédente. En revanche, la part des violences racistes et xénophobes imputées à l'extrême droite a doublé en 2006, avec 51%, contre 25% en 2005. Des incidents multiples de nature très différente, du graffiti au message électronique en passant par l'agression physique, ne font pas une nuit de cristal, ni une campagne antisémite. À terme, le véritable danger provient de l'extrême droite, qui unit dans sa haine juive et arabe. Mais curieusement censeur, intransigeant de la gauche altermondialiste, Pierre-André Taguieff, interrogé par le quotidien israélien Haaretz pour savoir si Le Pen peut être taxé d'antisémitisme, fait preuve d'une étrange complaisance. C'est très difficile à dire, je suis convaincu que son idéal est une France sans juifs et nord-africains, mais personne n'a jamais été capable de l'identifier sans équivoque comme un antisémite. Cette mésuétude pour l'extrême droite atteint son comble avec les déclarations de Roger Kuckerman, ancien président du CRIF au quotidien Haaretz, le 22 avril 2002 à propos des résultats de Jean-Marie Le Pen au premier tour de la présidentielle française. Le succès de Le Pen est un message aux musulmans pour qu'ils se tiennent tranquilles, car il est connu pour s'être opposé à l'immigration musulmane. Malgré le tollé suscité par ses propos, il refuse de les démentir, se bornant à affirmer qu'ils ont été déformés. Qu'importe, ce sont désormais ceux qui critiquent le gouvernement israélien qui sont traînés devant les tribunaux. Un des premiers procès visés en mai 2002, Daniel Mermet, animateur de l'émission de France Inter Là-bas si j'y suis, intenté par l'association Avocats sans frontières, par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, et par l'Union des étudiants juifs de France, UEJF, avec pour témoin à charge Alain Finkielkraut ou Alexandre Adler. Il se terminera par un acquittement. La dernière en date de ces poursuites judiciaires aboutira aussi à un acquittement, mais il faudra pour cela aller jusqu'à la Cour de cassation et viser l'un des plus grands intellectuels français vivants, juif par ailleurs, Edgar Morin, pour une tribune intitulée « Israël-Palestine, le cancer », publiée avec Sami Nayer et Daniel Salnave dans Le Monde le 4 juin 2002. 2 passages étaient incriminés. On a à peine à imaginer qu'une nation de fugitifs, issus du peuple le plus longtemps persécuté dans l'histoire, ayant subi les pires humiliations et le pire mépris, soit capable de se transformer en 2 générations en peuple dominateur et sûr de lui, et à l'exception d'une admirable minorité,
en peuple méprisant, ayant satisfaction à humilier. Écrivaient les auteurs, ajoutant « Les Juifs d'Israël, descendants des victimes d'un apartheid nommé ghetto, ghettoisent les Palestiniens. Les Juifs qui furent humiliés, méprisés, persécutés, humilient, méprisent, persécutent les Palestiniens. » En mai 2004, le tribunal de Nanterre avait débouté les plaignants. Mais un an plus tard, la Cour d'appel de Versailles infirma ce premier jugement, considérant que l'article était bien et bien diffamatoire, car il imputait à l'ensemble des Juifs d'Israël le fait précis d'humilier les Palestiniens. Dans son arrêt du 12 juillet 2006, la Cour de cassation estima au contraire que les propos poursuivis, isolés au sein d'un article critiquant la politique menée par le gouvernement d'Israël à l'égard des Palestiniens, n'imputent aucun fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la communauté juive dans son ensemble en raison de son appartenance à une nation ou à une religion, mais sont l'expression d'une opinion qui relève du seul débat d'idées. Que l'on ait pu condamner Edgar Morin pour diffamation raciale, même s'il a été relaxé par la suite, n'est-ce pas le signe d'une vigilance accrue à l'égard de l'antisémitisme, mais la preuve de la dégradation du climat intellectuel en France, du chantage exercé à l'égard de ceux qui, juifs comme non-juifs, qui condamnent fermement la politique israélienne. Désormais, on traque l'antisémitisme partout. Une des premières chansons que j'ai écoutées quand je suis arrivé en France était Nuit et brouillard, interprétée par Jean Ferrat, et évoquant ceux qui voyageaient dans les wagons plombés. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Jeune et sans doute très naïf, je n'avais pas compris que ce texte pourrait être attaqué pour négationnisme implicite. Selon Meir Wintrater, rédacteur en chef de la revue L'Arche, en avril 2005. Pourquoi ? Parce qu'il n'évoque que les résistants et que le seul moment où l'identité juive apparaît est dans Samuel et Jéhovah. On croit rêver. Le 13 janvier 2007, sur France Culture, Jean-Claude Milner, un linguiste, évoque l'ouvrage de Pierre Bourdieu, Les héritiers, paru en 1963. Il affirme, péremptoire, « J'ai ma thèse sur ce que veut dire les héritiers chez Bourdieu, les héritiers chez les Juifs. » Et il ajoute, « Je crois que c'est un livre antisémite. » Ce propos est tenu en direct dans le cadre de l'émission Réplique animée par Alain Finkielkraut qui commente. Ah bon ? Ah, oh là là, écoutez, comme vous le dites très brutalement, peut-être faudrait-il consacrer une autre émission à cette question. Va-t-on sérieusement discuter pour savoir si Pierre Bourdieu était antisémite ? Je crois confesser que j'ai lu Les héritiers avant 68, que ce livre m'a beaucoup marqué, comme de nombreux étudiants de ma génération. Grâce à Milner, nous savons pourquoi nous n'étions pas des juifs allemands, mais des antisémites français. Ne plaisantons pas. De tels excès encouragent un antisémitisme réel. Les juifs seraient à part, protégés au-dessus de toute critique. Et ils établissent une pression permanente non seulement sur la solidarité avec les Palestiniens, mais aussi sur la position des forces politiques et du gouvernement français. D'autant qu'ils sont relayés par le discours officiel du CRIF. Le 25 janvier 2003, son président Roger Kuckerman dénonce en présence du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin une alliance brun-vert-rouge. Nous savons bien que la France n'est ni raciste ni antisémite, mais certains de nos compatriotes le sont, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, déclare-t-il. 2 ans plus tard, en février 2005, toujours lors du dîner annuel du CRIF, il affirme « Je dois vous faire part du malaise que je ressens. Malaise devant ce qui me paraît être une incompatibilité entre la politique étrangère de la France et la politique de lutte contre l'antisémitisme.
et il critique l'accueil fait à Yasser Arafat lors de son hospitalisation. Je comprends certes l'aspect humanitaire de son transfert en France, mais aucun propos n'est venu rappeler sur son catafalque l'ambiguïté du personnage. Or, les espoirs de paix que suscite l'arrivée au pouvoir de son successeur. 2 ans plus tard, on sait ce que sont devenus ces espoirs de paix. Démontrent combien le soutien de la France à Arafat était lourdement erroné. Tout cela en présence du Premier ministre de la France, qui, comme les 16 ministres qui l'accompagnent, demeure imperturbable. Absent ce jour-là, Nicolas Sarkozy déclare sur LCI le 17 février que Roger Kuckerman était dans son rôle et il rappelle que le président du CRIF n'a jamais fait de discours agréable pour le gouvernement en place, que ce gouvernement soit de gauche ou de droite. Il est assez ironique que ce soit Alain Finkielkraut qui est noté sur Radio Communauté Juive le 13 février 2005 à propos du dîner annuel du CRIF. Le pavillon d'Armenonville où se déroule ce rendez-vous, est, si j'ose dire, un lieu de mémoire de la bar mitzvah en France. Et voir ce lieu-là transformé annuellement en une espèce de tribunal dînatoire, où le chef du gouvernement français est convoqué par une communauté juive qui lui dit tout ce qu'elle a sur le cœur, personnellement, cela me met très mal à l'aise. Je trouve cette cérémonie légèrement grotesque. Grotesque et dangereuse, car elle accrédite l'idée de l'existence d'un lobby juif tout-puissant. D'autant que nombre de responsables politiques s'inscrivent dans cette logique. N'a-t-on pas vu Jacques Chirac, alors président de la République et grand pourfendeur du communautarisme, se faire accompagner à New York en septembre 2003 par des représentants d'organisations juives françaises pour expliquer à leur homologue américain que la France n'est pas un pays antisémite? Nicolas Sarkozy suivra ses pas en septembre 2006, rencontrant les principaux représentants de la communauté juive américaine, déclarant au président Bush à propos de la guerre au Liban: je veux dire combien je me sens proche d'Israël. Israël est la victime. Israël doit tout faire pour éviter de passer pour l'agresseur. Les responsables politiques de droite n'ont évidemment pas le monopole de ce type de mélange communautaire. N'a-t-on pas entendu à plusieurs reprises Dominique Strauss-Kahn expliquer que le devoir d'un juif en France était de s'engager en politique pour apporter son aide à Israël? Entretien avec Stéphane Paoli sur France Inter le 13 mai 2004. Pourquoi ne pas écouter plutôt d'autres intellectuels juifs qui refusent systématiquement justement l'enfermement communautaire? En prétendant parler au nom de tous les juifs du monde, en s'appropriant la mémoire commune, en s'érigeant en représentant de toutes les victimes juives passées, les dirigeants de l'État d'Israël s'arrogent aussi le droit de parler malgré nous en notre nom. Personne n'a le monopole du génocide nazi. Nos familles aussi ont eu leur part de déportés, de disparus, de résistants. Aussi le chantage à la solidarité communautaire, servant à légitimer la politique d'union sacrée des dirigeants israéliens, nous est-il intolérable. Le 18 octobre 2000, dans Le Monde, des dizaines d'intellectuels, dont le résistant Raymond Aubrac, l'ancien président de Médecins sans frontières, Ronnie Broman, le philosophe Daniel Ben Saïd, le médecin Marcel Francis Kahn, l'avocate Gisèle Halimi, le mathématicien Laurent Schwartz, l'historien Pierre Vidal-Naquet, s'élevaient contre ce rapt de la parole juive. Quelques semaines plus tard, Roger Ascot, dans l'Arche, le mensuel du judaïsme français, en août 2001, les dénonçait comme une poignée de demi-traîtres. Dans le climat actuel, il exigerait sans doute qu'on les fusille. Il serait pourtant totalement faux de prétendre que l'évolution de la politique de la France au Proche-Orient est le résultat du travail du lobby juif. À partir du printemps 2003 et de la guerre en Irak, 4 raisons très différentes ont contribué à l'inflexion de la politique française. Une volonté de se réconcilier avec les États-Unis, une fatigue, entre parenthèses, à l'égard de la cause palestinienne, la conviction que nous, l'Occident, faisons face, comme Israël, à un même ennemi, l'islamisme,
Enfin, une volonté de gagner les bonnes grâces de la communauté juive organisée, qui ne représente qu'une minorité des Juifs de France. Comme nous l'avons vu à propos de la guerre du Liban et de l'invasion de Gaza, ce qui domine désormais la vision officielle à Paris, c'est la compréhension à l'égard de la politique israélienne. Même sur la construction du mur de séparation, pourtant condamné par la Cour internationale de justice et par les Nations unies, le ministre des Affaires étrangères Philippe Douste-Blazy se montre équilibré sur LCI en février 2006. Personne ne peut vouloir un mur entre les deux peuples, mais en même temps, les Israéliens vous disent que ça a diminué de 80% le nombre d'attentats. Donc, je ne suis pas pour la barrière de séparation a priori. Évidemment, comme personne, même pas eux, les Israéliens. Mais là, il y a des résultats vis-à-vis des terroristes. La lutte contre l'islamisme constituerait un point de convergence entre la France et Israël. L'American Jewish Committee a organisé le voyage d'une vingtaine de députés français en Israël, conduit par M. François Fillon, un proche conseiller de Sarkozy, devenu Premier ministre en mai 2007. À l'issue d'entretiens avec les participants, l'agence Jensen Israel News notait le 5 février 2006 que ce qui les avait le plus frappés, c'est qu'Israël et la France, en tant que démocratie parlementaire, sont dans une même position face à l'islam. Nous sommes entrés dans une troisième guerre mondiale contre le fascisme islamique et le terrorisme islamique. C'est la teneur du discours de George W. Bush depuis le 11 septembre 2001. Après avoir évoqué Al-Qaïda, le Hamas, le Hezbollah, le président américain explique ainsi, le 29 août 2006, « Malgré leurs différences, ces groupes forment un mouvement unique, un réseau mondial de radicaux qui utilisent la terreur pour tuer ceux qui se mettent sur le chemin de leur idéologie totalitaire. Et les caractéristiques unificatrices de leur mouvement, le lien qui surmonte les divisions confessionnelles et les revendications locales, et la conviction ferme que les sociétés libres sont une menace pour leur vision déformée de l'islam. La guerre que nous livrons aujourd'hui est plus qu'un conflit militaire. C'est la lutte idéologique décisive du XXIe siècle. » Ce type d'analyse est repris en France et dans les pays occidentaux par des intellectuels et largement popularisé par les médias. En témoigne l'appel de 12 intellectuels, dont Bernard-Henri Lévy, Philippe Val, Caroline Forest, Salman Rushdie, Antoine Sfer, etc., intitulé « Ensemble contre un nouveau totalitarisme » et publié dans l'Express le 2 mars 2006. Dans un discours prononcé à Herzliya le 16 décembre 2004, Nicolas Sarkozy, qui n'était pas encore président de la République, évoquait le combat commun mené par nos soldats en 1956, lors de la triste expédition coloniale contre l'Égypte de Nasser pour récupérer le canal de Suez, combat qui se poursuit grâce à l'action de nos services de renseignement. Comment s'étonner dès lors que se dérèglent toutes les boussoles morales? Évoquant les massacres de centaines de réfugiés palestiniens à Sabra et Shatila, au Liban en septembre 82, Pierre-André Taguieff, toujours lui, écrit dans la Nouvelle Judéophobie, sur la base d'un fait mal établi et volontairement mésinterprété. À Sabra Shatila, ce sont des chrétiens libanais qui, en réaction aux multiples exactions des Palestiniens sur leur sol, en réaction, les victimes seraient responsables de leur mort, se sont vengés sauvagement. Une série d'amalgames polémiques s'est mise en place. Sharon le boucher, l'armée israélienne tueuse d'innocents, Israël État terroriste. Notre auteur semble avoir oublié que même une commission israélienne reconnaîtra la responsabilité personnelle d'Ariel Sharon dans ce massacre, ce qui emmènera ce dernier à démissionner de son poste de ministre de la Défense. Ou que la guerre déclenchée par le général en 1982, après un an de calme sur la frontière israélo-libanaise, aura fait 18 000 morts libanais et palestiniens innocents. En avril 2002, en pleine opération Rempart, alors que l'armée israélienne se rend coupable, selon différentes organisations humanitaires internationales, de crimes de guerre, plusieurs centaines de personnes, de Pierre-André Taguieff,
à Michel Tribala, signe un appel intitulé « Israël, le droit de légitime défense ». Le Monde, 12 avril 2002. Durant la bataille d'Alger, quand les parachutistes dirigés par Massu et Bijar cassaient du felaga et généralisaient l'usage de la torture, des dizaines d'intellectuels se mobilisaient en faveur de l'honneur de l'armée française, souillée par ceux qui dénonçaient les crimes commis au nom de la République. Ne fallait-il pas extirper le terrorisme du FLN qui multipliait les attentats contre les civils européens? Mais à l'époque, ces intellectuels revendiquaient clairement leur appartenance à la droite ou à l'extrême droite. Désormais, l'argument de la légitime défense est partagé par une large partie des responsables politiques, des intellectuels et des médias. On applique à ce petit territoire de Palestine, Israël, d'autres principes, d'autres règles d'analyse que ceux que l'on utiliserait ailleurs. Des intellectuels éminents, prompts à se mobiliser pour d'innombrables causes, renâclent quand il s'agit de la Palestine. Même Jean-Paul Sartre, dont les positions généreuses sur la guerre d'Algérie ou sur la lutte des Noirs américains sont connues, était pour le moins timoré sur le Proche-Orient. Souvent inconsciemment, nous utilisons à propos de cette région la règle du deux poids deux mesures. Vers l'Orient compliqué, je m'envolais avec des idées simples, a écrit Charles de Gaulle. Cette formule rabâchée sert souvent à justifier des prises de position en contradiction avec les valeurs universelles. Envolons-nous plutôt vers cet Orient compliqué avec la boussole de la raison humaine.